Respirer la vie, partie 2. La reconstruction. Chapitre 4. Mon père, mon héros. Mon père avait 60 ans de plus que moi. J'avais 5 ans et lui 65. Quand je suis arrivée dans sa vie, cette petite fille devenue de l'autre bout du monde, avec ses sandales bleues et un prénom qu'on allait changer, il était déjà à l'âge où certains hommes commencent à compter ce qui reste, les années, les forces, l'énergie du matin, ce qu'ils laisseront derrière eux. Lui a décidé de prendre sa retraite pour s'occuper de moi. Pas de déléguer à d'autres mains, pas d'organiser de loin avec la conscience tranquille de celui qui a pourvu au nécessaire. Être là, vraiment là, tout le temps. Il aurait pu faire autrement, des garderies, des baby-sitters, l'école seule, un père présent le soir et les week-ends comme beaucoup de pères, ça aurait suffi. Aux yeux du monde, aux yeux de n'importe qui, mais pour lui, ça ne suffisait pas. Alors il a choisi autre chose, sans en faire une déclaration, sans en attendre de reconnaissance. Il a simplement choisi, et puis il a fait. Il m'emmenait à l'école et venait me chercher chaque jour, sans exception, avec cette régularité tranquille des gens qui ont décidé une fois pour toutes et n'ont plus besoin d'y revenir. Il était là à chaque sortie scolaire, assis à attendre à l'accueil de la piscine, avec un livre sur les genoux. Ce livre qu'il ouvrait peut-être, qu'il lisait peut-être, mais dont je pense aujourd'hui qu'il servait surtout à occuper les mains pendant qu'il attendait. Il m'écoutait raconter ma journée avec une attention que je prenais pour normale, parce que c'était tout ce dont j'avais connu, et qu'il n'était pas, qui était, je le comprends maintenant, une forme de grâce rare. Il me préparait le repas du soir, de la soupe et des pâtes au saucisson. Souvent ce menu simple et répété qui est devenu pour moi la saveur même de l'enfance, de la sécurité, de quelqu'un qui t'attend. Il me regardait danser des heures entières sur les musiques de la chaîne stéréo, sans jamais regarder sa montre, sans jamais donner l'impression qu'il avait autre chose à faire, ailleurs ou être, quelqu'un d'autre à regarder. Il me racontait des anecdotes de son enfance, de la guerre, de ses métiers, de ses jobs d'été, des histoires qui venaient d'un monde si loin du mien qu'elles ressemblaient à des contes, des histoires d'avant moi, d'avant ma naissance, d'avant même que le pays dans lequel j'allais naître soit ce qu'il est devenu, et qui me construisait quand même, patiemment, par couches, comme on construit quelque chose de solide. Je ne savais pas à l'époque que tout ça était rare. On ne sait jamais ce qui est rare quand c'est tout ce qu'on a connu. La rareté ne se mesure que par comparaison, et je n'avais rien à quoi comparer. Je comprends aujourd'hui ce que c'est de grandir avec un père qui a du temps. Un père que le travail ne dévore pas, que les obligations ne distraient pas, dont la présence n'est pas négociée ni rationnée selon les impératifs du jour. Un père dont l'attention est entière, posée sur vous comme une lumière fixe, constante, qui ne vacille pas, qui n'a pas de rendez-vous ailleurs, pas d'écran qui l'appelle, pas de fatigue professionnelle qui en émousse l'éclat, pas comme un faisceau qui tourne et qui passe et qui vous laisse dans l'ombre entre deux passages. C'est une chance immense et c'est aussi, je l'ai compris bien plus tard, dans les relations amoureuses, dans les amitiés, dans toutes les façons qu'ont les gens de se donner ou de se retenir, quelque chose qui a rendu certaines choses plus difficiles. Quand on a grandi dans cet amour-là, total, patient, sans compter, sans négocier, le reste paraît insuffisant. On cherche cette présence-là dans les autres, dans les amours qui viennent, et on ne la trouve pas facilement parce qu'elle est rare, parce qu'elle est déjà rare quand mon père l'a donnée et qu'elle est restée. On attend quelqu'un qui reste vraiment. On ne comprend pas toujours pourquoi les autres partent, pourquoi ils regardent leur montre, pourquoi leur attention a des limites, pourquoi l'amour qu'ils offrent a des bords. Mon père m'a appris ce que l'amour ressemble quand il est entier. Il m'a aussi, sans le savoir, sans le vouloir, rendu le monde un peu plus difficile à habiter. Ce sont les deux faces d'un même cadeau et on ne peut pas les séparer. Quand j'étais en troisième, mon père est tombé malade. D'abord un zona, cette douleur qui brûle de l'intérieur et qu'on traite et dont on guérit, en principe, puis une chute, le pied cassé. Un AVC avec ce que ce mot contient de brutal et d'irréversible, cette façon qu'a le cerveau de se reconfigurer et en une fraction de seconde, et de ne plus être tout à fait le même ensuite. Une vive qui l'a piqué dans l'eau pendant les vacances au creux d'une calanque ensoleillée, ces petits accidents du corps qui s'accumulent, qui s'additionnent, qui commencent à former une figure qu'on reconnaît sans vouloir la nommer. Puis la démence frontotemporale. La démence frontotemporale n'attaque pas la mémoire en premier. Elle attaque la personnalité, le comportement, le langage. Ces choses-là, celles par lesquelles on reconnaît quelqu'un, celles qui font qu'une personne est une personne et pas une autre. On perd quelqu'un qui est encore physiquement là, assis en face de nous, qui respire, qui mange, qui vous regarde parfois avec une lueur de reconnaissance et parfois avec le regard de quelqu'un qui cherche sans trouver. J'ai regardé mon héros partir morceau par morceau, lentement, méthodiquement comme une lumière qu'on a baissée par degrés imperceptibles sans
qu'on ne puisse jamais dire exactement à quel moment la pièce est devenue sombre. On constate l'obscurité, on ne voit jamais le moment où elle commence. Je l'ai vu nu par terre, incapable de se relever, et je l'ai porté dans les escaliers pour le ramener dans sa chambre et l'habiller avec ma mère. Ces images, je les porte encore, elles ne partent pas. Mais je les porte pas comme un poids, je les porte comme une preuve que j'étais là, que je n'ai pas regardé ailleurs quand c'était difficile, que j'ai tenu ma part du contrat sans qu'il y ait eu de contrat. J'avais l'âge où on devait être insouciante. Les études, les amis, les premières fois, cette légèreté particulière du début de l'âge adulte qu'on ne retrouve plus après. J'étais son aidante. Ces deux choses coexistaient sans s'annuler, sans que l'une efface l'autre. Je les ai portées ensemble. Pendant mon année de Master 1, j'allais le voir tous les soirs à l'EHPAD, pour l'heure du repas. Je m'asseyais à côté de lui. Je l'aidais à manger. Je le ramenais dans sa petite chambre. Je rentrais. Je recommençais le lendemain. C'était ma vie et je ne la questionnais pas vraiment, parce qu'il avait été là pour moi, chaque jour pendant des années, sans jamais regarder sa montre, et que c'était mon tour. C'était aussi simple et aussi lourd que ça, et ces deux choses n'en faisaient qu'une. Il est mort 1 an après son entrée en maison de retraite. Il avait pu m'accompagner à la mairie le jour de mon mariage, présent encore à sa façon dans ce moment-là, suffisamment là, pour dire à Christian de prendre soin de moi, pour gravir les 14 marches dont il se souvenait. 8 mois plus tard, il est parti. Je ne sais pas encore tout ce que sa mort m'a appris. Je continue de le découvrir dans chaque relation, dans chaque moment où quelqu'un s'éloigne sans explication, dans chaque fois où je cherche autour de moi une présence qui ressemble à la sienne et où je réalise à nouveau que cette présence-là était unique, irremplaçable, qu'on ne la refait pas, qu'on peut trouver d'autres amours, d'autres attachements, d'autres personnes qui restent, mais pas ces choses-là exactement, pas cette façon-là d'être entier pour quelqu'un. Ce que je sais, c'est qu'il était mon héros, et qu'il l'est encore, que la démence ne l'a pas effacé. Elle a changé la forme de sa présence, elle a brouillé les contours, mais elle n'a pas touché ce qui était essentiel, ce que j'avais reçu de lui pendant des années et qui était déjà en moi, logé trop profondément pour que la maladie l'atteigne, que la mort non plus ne l'a pas effacé, qui était là dans la façon dont j'aime, dans cette exigence que j'ai de l'amour, dans ce refus de me contenter de ce qui ne tient pas, dans ce que je refuse de laisser partir sans me battre, qui m'a appris ça sans le savoir, simplement en faisant ce qu'il faisait, qu'on peut être entier pour quelqu'un, que c'est possible, que ça existe dans le monde réel, pas seulement dans les livres et dans les films, que l'amour total n'est pas une fiction. Je l'ai vu faire. Pendant des années, chaque jour, sans regarder sa montre, je l'ai vu faire, avant que tout bascule, avant que la maladie l'emporte. On a su que quelque chose clochait le jour où Sofinco a appelé. Une voix au téléphone neutre et administrative qui demandait à parler du crédit à la consommation de mon père. 30 000 euros. C'est ce qu'il devait à la banque, cette somme-là posée dans la conversation comme un fait ordinaire, comme si 30 000 euros de dette pouvaient être ordinaires. Ma mère a épongé tout ça l'après-midi même, et puis 2 ans à se serrer la ceinture, plus de restaurant, plus de magasins, cette façon de vivre en dessous de ce qu'on avait été, en silence, sans en faire une histoire. Mon père avait eu des addictions, l'alcool, dans une vie d'avant, avant ma mère, avant nous. Il était sobre quand il l'a rencontré, il avait arrêté définitivement, et il n'avait jamais repris. Ce combat-là, silencieux, gagné avant même que je sois là pour le voir, fait partie de ce qu'il était, de cette force tranquille qu'on ne mesure pas toujours parce qu'elle ne se montre pas, parce qu'elle ressemble à de l'ordinaire alors qu'elle est tout sauf ça. Ce qui avait persisté, c'était autre chose, les achats compulsifs sur Atlas for Men ou Vitrine Magique, ces catalogues de choses qu'on n'a pas vraiment besoin et qu'on commande quand même parce que la commande ressemble à de l'espoir, parce qu'attendre un colis ressemble à attendre quelque chose de bon. Il devait une prestation compensatoire à son ex-femme. La gestion financière était bancale, ce mot bancal qui dit tout sans dire l'effondrement, qui garde une forme de pudeur que la réalité n'avait peut-être pas. Il avait pourtant été chef du service contentieux à la CAF, arbitre fédéral de basket, un homme qui gérait les dossiers des autres, qui arbitrait les conflits des autres et dont les comptes, à lui, partaient dans tous les sens sans qu'on sache exactement depuis quand, depuis mes 10 ans je crois, quelque chose avait commencé à flancher. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il payait les courses et parfois le restaurant. Il y avait une semaine de vacances en février, un logement mis à disposition par la CAF pour 80 €, ce luxe modeste qui était notre façon à nous de partir quelque part. Et puis quand j'avais 16 ans, il m'a offert un portefeuille, il coûtait 10 € et c'était une fortune pour lui. Je ne dis pas ça pour faire pleurer, je le dis parce que c'est vrai, parce que ces 10 € avaient un poids que les cadeaux plus grands n'ont pas toujours, le poids de quelqu'un qui donne ce qu'il a jusqu'au bout, même quand ce qu'il a est compté. Mon père m'a offert du temps, des années entières de temps. Cette présence-là dont j'ai parlé, cette façon d'être sans regarder sa montre, sans calculer ce que ça coûtait, en heures ou en renoncement, il m'a offert du temps et un portefeuille à 10 €. Je suis reconnaissante de tout.
Pas malgré les 30 000 euros, pas malgré les catalogues et la prestation compensatoire et les fins de mois serrées. Avec tout ça, dans tout ça, la gratitude et la réalité tiennent ensemble. J'ai appris ça aussi de lui sans qu'il me le dise. Chapitre 5. La vie est belle. Mon grand-père était italien. À 18 ans, il avait traversé la guerre aux côtés des Américains. Pas par hasard, pas par idéologie peut-être, mais parce que c'était ce qu'on faisait quand on avait 18 ans et un pays à sauver. Quand l'histoire vous prenait par les épaules et vous indiquait une direction sans vous demander votre avis. Il a reçu un certificat du mérite des Américains et des Anglais pour ses services. Cette reconnaissance venue de pays qui n'étaient pas les siens, puis il est venu s'installer en France. Il voulait rejoindre Dijon. Comme il ne savait pas très bien lire, il atterrit à Digoin. Une lettre mal déchiffrée, un quai de gare, d'une ville qu'il n'avait pas choisie, et le destin qui se glisse dans cet écart infime entre deux voyelles pour tout changer. C'est là qu'il a rencontré Jeanne, sa douce et belle Jeanne. Il est resté, il l'a épousée, ils ont eu 2 enfants, un garçon puis une fille. Je ne sais pas si c'est une histoire drôle ou une histoire belle, je crois que c'est les deux, indissociablement, et que tenter de les séparer reviendrait à en perdre l'essentiel. Une lettre mal lue, un quai de gare et toute une vie qui bascule dans une direction qu'on n'avait pas prévue, qui mène exactement là où il fallait aller, sans qu'on le sache encore, sans qu'on puisse le savoir avant d'y être. Mon grand-père avait traversé la guerre, survécu à ce que des millions n'avaient pas survécu, et c'est une faute de lecture qui avait finalement changé son destin. Il y avait quelque chose là-dedans qui me ressemble, ou plutôt quelque chose qui me précède, qui courait déjà dans cette lignée avant que j'y arrive. Cette idée que les vies se construisent souvent sur des erreurs, des hasards, des mauvais aiguillages, qui s'avèrent être les seuls bons, que la carte n'est jamais tout à fait le territoire, que se perdre est parfois la façon la plus directe d'arriver, que l'erreur n'est pas l'opposé du chemin, mais parfois le chemin lui-même. Ma grand-mère est morte dans un accident de voiture. Elle revenait de l'hôpital où elle suivait un traitement contre la leucémie. La maladie d'abord, l'accident ensuite, comme si une seule épreuve n'avait pas suffi, comme si les destins avaient voulu s'assurer qu'il n'y aurait pas d'issue latérale, pas de sortie de secours. Mon grand-père a porté cette perte jusqu'à la fin de sa vie, sans la déposer, sans faire semblant qu'elle s'était allégée avec le temps, sans adopter cette convention sociale qui consiste à prétendre qu'on va mieux pour ne pas inquiéter les autres. Un jour, il a dit à mon oncle, simplement, sans chercher la plainte ni les faits, juste comme un fait qu'il énonçait parce qu'il était vrai. Et tu crois que je fais comment depuis 20 ans sans elle ? 20 ans. Il avait continué 20 ans sans elle. Il s'était levé chaque matin. Il avait mangé, parlé aux gens, ri, et derrière tout ça, ce vide qu'on ne comble pas, qu'on apprend seulement à contourner, à habiter différemment, à porter autrement. Il avait simplement arrêté de chanter. Ce détail-là, ma mère me l'a dit, mais il est resté cette façon qu'a le deuil de prendre les choses légères en premier, les chansons, les sifflotements, les premières joies du matin qui ne semblaient rien et qui manquent terriblement. Il me disait en posant ses 4 doigts marqués par le labeur, 4 parce que l'index était passé dans une machine un jour et que le corps aussi garde ses preuves, ses traces de ce qui a coûté, il me disait avec cette voix qui était la sienne, grave et douce à la fois, « Fleur, tu es ma vie, la vie est belle. » Il avait fait la guerre à 18 ans, il avait perdu Jeanne trop tôt, trop brutalement, de 2 façons à la fois, sans avoir eu le temps de se préparer à l'une ni à l'autre. Il avait traversé des choses que je n'ose pas imaginer complètement, pas parce que j'aurais peur de les imaginer, mais parce que certaines expériences appartiennent à ceux qui les ont vécues et résistent à la projection de ceux qui ne les ont pas vécues. Des choses qui auraient fini largement à rendre n'importe qui amer. Fermé, épuisé du monde et des hommes et des promesses que la vie fait et ne tient pas. Et il disait « La vie est belle ». Ce n'était pas de la naïveté, ce n'était pas l'insouciance d'un homme qui n'aurait pas souffert, qui n'aurait pas eu des raisons de ne pas y croire, c'était autre chose, quelque chose de plus difficile et de plus précieux, une sagesse construite sur des décombres, une lumière qu'on choisit d'allumer précisément parce qu'on sait ce que c'est le noir, parce qu'on a habité le noir assez longtemps pour savoir qu'il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir. Les gens qui disent que la vie est belle sans jamais avoir du raison de ne pas y croire, ça ne pèse pas grand-chose. Lui avait toutes les raisons du monde de ne pas y croire et il y croyait quand même, chaque jour, en posant ses 4 doigts sur ma tête. Ça pèse. Il est mort pendant mon rendu final de premier semestre de licence d'architecture. Cet après-midi-là, j'attendais les résultats dans les couloirs de l'école. Je l'avais eu au téléphone plus tôt, après son opération de la hanche. Il n'arrivait pas à parler correctement, les mots se mélangeaient, c'était du yaourt comme on dit, cette façon qu'a parfois le langage de se dissoudre dans le corps et trop occupé à autre chose. Mais j'avais compris quand même. J'entends encore sa voix, cette voix grave et douce, un peu brouillée, ce jour-là, mais reconnaissable entre toutes. « Ah, Fleur, c'est toi, tu viens me voir, je suis heureux.
Cette joie simple, immédiate, qui n'avait pas besoin de grand-chose pour exister. Juste ma voix au bout du fil, juste la promesse d'une visite. J'avais raccroché. On ne nous a pas donné les résultats le soir même. Ils ont voulu qu'on revienne le lendemain. Je suis rentrée en pensant que je le verrais bientôt. Il est mort pendant la nuit, la veille de mon déplacement prévu pour aller le voir. Je me suis rendue à son enterrement, pas à son chevet. C'est une des choses qu'on porte longtemps. Pas de la culpabilité exactement, pas ce poids-là précis, mais un regret doux et tenace. La sensation d'avoir manqué quelque chose d'irremplaçable de quelques heures seulement, d'être arrivé après que la dernière page soit tournée. Quelque chose d'important était parti, quelque chose qui m'appelait Fleur avec cette voix-là et seulement avec cette voix-là. Je porte ces mots, je les diffuse dans mon podcast Les choses de la vie, les choses simples, la beauté du moment présent, la vie qui vaut d'être vécue, même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal. Ce n'est pas une posture, pas une esthétique du positif que j'aurais choisie parce qu'elle était commode ou vendable, c'est lui. C'est ce qu'il m'a transmis sans le formuler, sans cours ni discours, juste en étant ce qu'il était jusqu'au bout. Un homme qui avait survécu à la guerre, à la perte, au temps qui passe, et qui prend, et qui trouvait encore à la fin, avec ses 4 doigts posés sur ma tête, que la vie méritait d'être célébrée. Fleur, tu es ma vie, la vie est belle. Je l'entends encore. Dans le podcast, dans les matins difficiles, dans les moments où j'aurais de bonnes raisons de ne pas y croire, je crois que je l'entendrai toujours. Chapitre 6. Ne rien oublier. Les noms de tous mes camarades de classe, sans exception, les dates d'anniversaire, non pas comme on retient une obligation, mais comme on retient un visage, avec cette même précision involontaire, cette même fidélité que le corps accorde aux choses qui comptent, sans qu'on lui ait demandé de compter, les lieux visités dans quel ordre, avec qui, par quel temps, quelle lumière tombait sur quoi, les détails qui semblent insignifiants sur le moment et qui ne le sont pas, qui ne le sont jamais vraiment, jamais tout à fait, même quand ils le paraissent pendant des années avant de révéler soudain pourquoi ils avaient été gardés. Les visages, les conversations entières, leurs inflexions, leurs hésitations, ces silences qui disent autant que ce qui est dit et que la mémoire ordinaire laisse filer sans les retenir, ce que les gens portaient le jour où quelque chose d'important s'est passé, la couleur d'un pull, la forme d'une veste, ces détails vestimentaires qui n'ont aucune importance et que je n'oublie jamais, la disposition des meubles dans ma chambre et dans celle de mes amis, chaque réagencement, chaque chose déplacée, chaque modification aussi infime soit-elle dans l'ordre du monde immédiat qui m'entoure. Je ne rate rien ou presque rien. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, peut-être quelques semaines avant l'avion, peut-être quelques mois, les corps qui pressent et qui commencent à enregistrer plus attentivement, comme on serre les poings avant même de savoir qu'on va tomber. Peut-être le jour même, dans cette cabine d'avion dont je ne me souviens pas, sans que je m'en rende compte, dans cet espace suspendu entre deux terres, deux langues, deux vies, peut-être que perdre sa langue, sa famille, son pays, ses odeurs, ses repères, tout cela à 5 ans, tout cela en même temps, sans avertissement, sans préparation, sans vocabulaire pour nommer ce qui se passe. Peut-être que cela crée quelque chose d'irréversible dans la façon dont on se rapporte au monde. Une vigilance intérieure, permanente, silencieuse, qui ne s'éteint jamais vraiment, même dans le sommeil, même dans les moments de bonheur les plus complets. Une façon de s'accrocher à ce qui reste en le cataloguant avec soin, méthodiquement, avec cette application qu'on met aux choses dont on sait, d'une science obscure et profonde, qu'elle pourrait disparaître parce qu'elle l'avait déjà fait, parce que le monde avait déjà prouvé une fois qu'il était capable de tout emporter d'un coup. La mémoire comme bouée, la mémoire comme résistance, la mémoire comme seule forme de contrôle qu'on ne peut pas vous prendre, la dernière citadelle, celle qui résiste quand tout le reste cède. Ma plus grande peur, ce serait d'avoir Alzheimer. Je n'ai pas peur de mourir de la même façon que j'ai peur de ça. La mort, c'est une fin, brutale, définitive, mais une fin, une clôture qui a sa logique propre, son irréversibilité nette. Perdre sa mémoire, c'est autre chose, c'est pire, d'une certaine façon, que je ne saurais pas tout à fait expliquer rationnellement, mais que je sens avec une certitude physique, viscérale. C'est perdre l'accès à sa propre vie, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a traversé pour devenir qui on est, à toutes ces couches de temps et d'expérience qui constituent ce qu'on appelle une personne. Ce serait perdre une deuxième fois tout ce que j'ai reconstruit depuis l'avion, redevenir quelqu'un sans passé, sans racines, sans sa propre histoire, redevenir d'une certaine façon l'enfant de 5 ans qui débarque dans un pays étranger et ne sait plus d'où elle vient, cette dissolution de soi que j'ai déjà connue une fois et que je ne peux pas imaginer recommencer. Je ne peux pas imaginer ça sans quelque chose qui se serre très fort quelque part dans ma poitrine, dans cet endroit précieux où se loge ce qu'on ne peut pas tout à fait nommer.
Mais la mémoire a aussi ses pièges, ses revers, ses coups cachés que personne ne vous annonce. Quand on se souvient de tout, on porte tout. Le bonheur et la douleur avec la même précision, la même netteté implacable, le même relief qui ne s'atténue pas. Rien ne s'efface vraiment, rien ne s'estompe dans ce flou rassurant que l'oubli offre aux autres comme une grâce ordinaire qu'ils ne savent même pas reconnaître comme telle, cette façon qu'ont certains souvenirs, pour ceux qui oublient normalement, de perdre leur bord avec le temps, de se décolorer doucement, de devenir flou, supportable, presque doux, presque sans douleur. Moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas cette grâce-là. Les mauvais souvenirs restent nets comme au premier jour, les blessures restent intactes, précises, chirurgicales dans leur façon de faire mal. La douleur garde sa date, son heure, la lumière particulière de cet après-midi-là. Le prénom de la personne qui était là, la phrase exacte qui a été dite, le silence qui a suivi. Parfois, j'aimerais oublier quelque chose, juste quelques-unes, pas tout à fait. Jamais tout, l'idée de tout oublier m'est insupportable d'une façon que j'ai déjà décrite et qui ne change pas, mais certaines scènes précises, certaines phrases entendues qui sont restées logées comme des échardes, certains moments où quelque chose s'est cassé et dont je me souviens encore par le moindre détail des années après, la lumière, la position des corps dans l'espace et le ton de la voix, ce qui se passait dehors par la fenêtre comme si c'était hier, comme si le temps n'avait aucun effet sur ces images-là, comme si le corps avait décidé tout seul sans me consulter de les conserver intactes, de refuser de laisser partir ce que la tête voudrait bien déposer quelque part et ne plus porter. Mais je ne sais pas faire, je n'ai pas ce muscle-là, ce muscle de l'oubli sélectif, de l'effacement consenti, que d'autres semblent avoir sans jamais l'avoir développé, comme on a ou qu'on n'a pas l'oreille absolue. Alors j'écris, pour transformer ce que je porte en quelque chose qui peut exister en dehors de moi, qui peut tenir debout, seul, sans avoir besoin que je le porte encore. Pour donner à ces souvenirs une forme, un contour, une utilité, au-delà de la simple conversation, les faire passer de l'intérieur à l'extérieur, de la charge à l'œuvre, du poids au sens, pour que ma mémoire serve à quelque chose, à quelqu'un, quelqu'un qui part, qui se reconnaîtra peut-être dans un détail, dans une façon de s'accrocher aux choses, dans cette vigilance douce et épuisante de quelqu'un qui a appris très tôt, sur un quai d'aéroport ou dans un avion dont il ne se souvient pas, que rien n'est permanent, que tout peut partir, que la seule chose qu'il a trouvée à cette vérité-là est de tout retenir. Je mémorise depuis mes 5 ans, j'écris depuis que j'ai compris que mémoriser seul ne suffisait pas, que la mémoire gardée pour soi finit par peser sans servir, comme une bibliothèque dont on aurait perdu la clé, et que les mots posés sur une page sont la seule façon que j'ai trouvée de la rouvrir, d'en faire quelque chose, d'en faire don. Chapitre 7. La maladie. J'avais 8 ans quand on m'a diagnostiqué la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie neuromusculaire chronique. Ces mots-là, je les ai appris bien avant de les avoir vécus, bien après avoir habité ce qu'ils désignent sans avoir le vocabulaire pour le nommer. Le système immunitaire se retourne contre lui-même et attaque les jonctions entre les nerfs et les muscles. Ces points de passage minuscules et décisifs par lesquels l'ordre de bouger devient le mouvement lui-même, par lesquels la volonté se traduit en gestes, par lesquels on existe dans l'espace d'une façon qu'on ne remarque que lorsqu'elle commence à faire défaut. Quand ces jonctions dysfonctionnent, les muscles se fatiguent à une vitesse que les autres ne voient pas, ne comprennent pas, ne peuvent pas vraiment imaginer parce qu'on n'imagine pas ce qu'on n'a jamais eu à traverser, parce que la fatigue ordinaire et la fatigue chronique sont deux pays si différents qu'ils n'ont en commun que le nom. La paupière tombe, on appelle ça le ptosis, ce mot médical froid et précis qui ne dit rien de ce que c'est de voir le monde à moitié, de sentir son propre visage vous résister. Les gestes simples deviennent une négociation permanente avec un corps qui a ses propres règles, ses propres limites, ses propres humeurs, un corps qui n'est pas un ennemi, mais qui n'est pas non plus un allié docile, qui est quelque chose de plus compliqué que l'un ou l'autre, quelque chose qu'on apprend à habiter comme on apprend une langue difficile, par essais et erreurs, par patience accumulée. À 8 ans, on ne comprend pas vraiment tout ça. On comprend les hôpitaux, ces couloirs qui sentent le propre d'une façon particulière. Un propre chimique, institutionnel, qui n'a rien à voir avec le propre des maisons et qui s'incruste dans la mémoire d'une façon dont les parfums les plus délicats sont incapables. Les salles d'attente avec leurs chaises en plastique moulé et leurs magazines dont les dates de parution remontent à des mois, qu'on feuillette sans lire parce qu'on n'est pas là pour lire et qu'on est là pour attendre, et l'attente a ses propres règles. Les examens qu'on ne vous explique pas vraiment parce que vous êtes petite et que l'on suppose, avec cette condescendance bienveillante des adultes envers les enfants malades que vous n'avez pas besoin de savoir ou que savoir vous ferait peur, ce qui revient peut-être au même pour eux. L'électromyogramme m'a traumatisée. Une aiguille électrode dans la main, dans les pieds, dans les tempes, pour mesurer la réponse électrique des muscles, pour voir comment le corps se comporte quand on lui envoie un signal, pour lire dans ses réactions ce que l'œil nu ne peut pas voir.
C'est un examen qui a permis de poser le diagnostic, de trouver le bon traitement, de mettre enfin un nom sur ce qui se passait, de transformer l'obscurité en quelque chose de nommable, donc de traitable, donc de vivable. Mais à 8 ans, on ne pense pas à ça. On ne pense pas à l'utilité de la douleur, à ce qu'elle va permettre, à ce qu'on saura après qu'on ne savait pas avant. On pense à la douleur, à la peur, à l'incompréhension absolue de se retrouver là dans cette salle blanche avec des électrodes sur le corps et des aiguilles dans les mains, dans les tempes, sans bien savoir pourquoi, sans que personne ne prenne vraiment le temps d'expliquer à cet enfant de 8 ans ce qui lui arrive et ce que ça va changer. Il y a des choses qui s'accumulent dans le corps. Ce jour-là, c'était une prise de sang. Une prise de sang ordinaire, comme il y en a eu des dizaines avant, comme il y en aura des dizaines après, sauf que rien avec mon corps ne se passe tout à fait comme prévu, comme promis, comme ça se passe pour les autres. 16 tubes, dont 4 énormes, de ceux qu'on sort pour les cas particuliers, pour les bilans exhaustifs, pour les fois où la médecine veut tout savoir en une seule fois, un cathéter adulte, pas le petit, non, pas celui qu'on utilise d'habitude, l'autre, le grand, celui qui ne nous laisse pas de doute sur ce qui va suivre, parce qu'il n'en avait pas d'autre. Les veines du bras droit ont cédé en premier, puis celles du bras gauche, puis le poignet droit, cette tentative-là aussi a échoué. Les veines qui roulent, qui fuient, qui refusent de se laisser trouver ou qui éclatent dès qu'on les trouve. On a fini par prendre au poignet gauche, là où la peau est fine et où ça fait mal d'une façon particulièrement précise qui n'a rien à voir avec les autres douleurs. Ce n'est pas une histoire dramatique, ça n'est pas une catastrophe, ce sont des soignants qui font leur travail, qui cherchent et qui essaient, qui s'excusent parfois et parfois pas, et qui ont d'autres passions et d'autres bras après les miens, je le sais, je le comprends. Mais le corps, lui, ne raisonne pas. Le corps compte les aiguilles, il compte les tentatives, il enregistre chaque piqûre avec cette mémoire sensorielle qui ne négocie pas, qui ne s'applique pas, qui ne s'apaise pas avec des arguments logiques. Et à un moment, je ne sais plus exactement lequel, peut-être le 4e essai, peut-être le 5e, quelque chose se crispe à l'intérieur, quelque chose de plus profond que la douleur, quelque chose qui ressemble à ce que j'avais ressenti enfant, à 8 ans, dans cette salle blanche, avec l'électromyogramme et ses aiguilles électrodes dans les mains, dans les pieds, dans les tempes. Les aiguilles sont devenues un traumatisme. Je ne dis pas ça comme une métaphore, mais comme une façon de parler. Je le dis comme un fait, enregistré dans le corps, logé là, qui se réveille à chaque annonce de prise de sang, à chaque salle d'attente qui sent le propre d'une façon particulière, à chaque garrot qu'on serre autour du bras en cherchant ce qui veut bien se montrer. Ce jour-là, après le poignet gauche, après les 16 tubes, après qu'on a tout remballé et qu'on m'a dit que c'était fini, je suis restée assise un moment sans bouger. Les 2 bras marqués, le poignet droit douloureux, le poignet gauche encore sous pansement, et j'ai pensé à tout ce que mon corps avait traversé depuis le début, les hôpitaux à 8 ans, l'électromyogramme, l'opération de la paupière, les maladies qui s'accumulent, les soins qui laissent des traces. Le corps garde tout. Comme moi avec mes souvenirs, il ne lâche rien. Nous nous ressemblons finalement, mon corps et moi, nous portons tout, nous oublions mal, et nous continuons quand même, cas un cas avec nos cicatrices et nos veines qui fuient et nos mémoires trop fidèles. Nous continuons quand même. J'ai eu une opération de la paupière pour corriger l'optosis. J'ai commencé un traitement médicamenteux, ces comprimés qu'on prend à chaque repas comme on prend son souffle, qui deviennent si vite une partie du rituel quotidien qu'on finit par ne plus les voir, par oublier qu'ils sont là et ce qu'ils font. Et il y a une période où j'ai arrêté. Arrêter le traitement. Arrêter les comprimés du matin, du midi, du soir, cette liturgie quotidienne à laquelle je m'étais pliée pendant des années, sans jamais vraiment choisir de me plier, parce qu'on ne choisit pas vraiment quand on est enfant et qu'on vous tend un verre d'eau et une pilule et qu'on vous dit que c'est nécessaire. 3 fois par jour, tous les jours, sans exception, cette contrainte-là qui s'installe dans le corps comme une seconde nature et qui est en réalité une nature imposée, une façon d'être au monde qu'on n'a pas demandé. Les effets secondaires étaient là, constants, discrets, mais usants, de cette façon particulière qu'ont les choses permanentes de peser plus lourd que les choses aiguës, parce qu'on s'y habitue sans vraiment s'y habituer, parce que d'habitude ce n'est pas la même chose que l'acceptation. Je prenais ces comprimés pour avoir des désagréments, pas pour guérir, la guérison n'était pas sur la table, n'avait jamais été sur la table, ne serait jamais sur la table, mais pas pour aller mieux de façon visible, mesurable, de façon à pouvoir se dire que tout ça sert à quelque chose, pour stabiliser quelque chose d'invisible, pour maintenir un équilibre que je ne voyais pas, que je ne ressentais pas, dont personne ne montrait jamais la preuve concrète. Non, pas de guérison, alors à quoi bon? Ce raisonnement-là, je le comprends encore aujourd'hui, je ne le juge pas. Il y a une logique parfaite, la logique d'une personne épuisée qui a fait le calcul et qui a trouvé que les colonnes ne s'équilibraient pas, que d'un côté il y avait des contraintes réelles et quotidiennes, et de l'autre une absence de résultats visibles et que cette équation-là ne tenait pas. Ce que le déni fait, c'est qu'il vous offre une parenthèse, une période où on fait comme si le corps était comme les autres corps, sans traitement, sans calcul, sans cette compatibilité permanente. Une période où on oublie, où on essaie d'oublier, où on fait semblant d'oublier ce qu'on sait, ce que le corps sait mieux que vous.
Le corps, lui, n'était pas dans le déni. Le corps notait, le corps enregistrait l'absence du traitement avec cette précision silencieuse qu'il a pour tout. Comme moi avec mes souvenirs, comme moi qui ne rate rien, le corps ne rate rien non plus. Il attendait patiemment de montrer ce que les comprimés faisaient, qu'on ne voyait pas, parce qu'il le faisait si bien qu'on avait fini par croire qu'il n'y avait rien à faire. C'est comme ça que fonctionne la prévention, la stabilisation, tout ce qui empêche quelque chose d'arriver. On ne voit pas ce qui n'arrive pas. On ne voit que ce qui arrive quand on arrête. J'ai appris ça à mes dépens, lentement, de cette façon qu'a le corps de ne jamais se presser pour démontrer ce qu'il a à démontrer. Et j'ai repris le traitement, pas avec enthousiasme, pas avec la paix de quelqu'un qui aurait définitivement accepté, mais cette résignation lucide qui est peut-être finalement la forme la plus honnête d'acceptation qu'on puisse atteindre. 3 comprimés par jour, toute ma vie, jusqu'à ce que je sois stable et que je puisse m'en passer. C'est là que j'ai commencé, sans en avoir conscience, l'apprentissage le plus long de ma vie. Apprendre à habiter un corps qui ne fonctionne pas comme les autres. À l'écouter quand cette attention particulière qu'on n'a pas besoin d'avoir quand on va bien, à le négocier jour après jour, à ne pas lui en vouloir quand il dit non, à comprendre que son non n'est pas un caprice mais une information. Il existe une façon d'expliquer la fatigue chronique qui ne ressemble pas aux explications habituelles. Pas de graphique, pas de termes médicaux, pas de courbe descendante sur fond blanc, juste des cuillères. L'idée est simple, et c'est précisément pour ça qu'elle touche juste, qu'elle atteint quelque chose que les explications savantes n'atteignent pas. Imaginez que chaque matin au réveil, vous disposiez d'un certain nombre de cuillères. Ce sont vos ressources du jour, votre énergie, votre capacité à faire, à être, à traverser les heures qui viennent. Une personne en bonne santé se réveille avec un tiroir plein. Elle peut prendre une douche, préparer son petit déjeuner, répondre à ses messages, travailler, voir des amis, faire des courses, cuisiner et le soir, il lui reste encore quelques cuillères pour lire avant de s'endormir. Elle ne compte pas, elle n'a jamais eu besoin de compter. Le compte se fait seul, invisiblement, sans effort, comme respire quelqu'un dont les poumons fonctionnent. Mais quelqu'un qui vit avec une fatigue chronique se réveille avec 3 cuillères, parfois 2, parfois une seule, et cette unique cuillère tient dans la main comme une promesse fragile qu'on ne veut pas briser trop vite, et chaque geste en coûte une. Pas symboliquement, mais réellement, concrètement, avec cette précision comptable que le corps impose quand il n'a plus les moyens de se montrer généreux. Se lever, une cuillère. Se laver les cheveux, une cuillère. Répondre à un appel téléphonique qu'on n'attendait pas, adapter son visage, trouver les mots, être là pour quelqu'un qui ne sait pas ce que ça coûte d'être là, une cuillère. Sourire quand on n'a pas envie parce que les autres ont besoin qu'on aille bien, parce que la fatigue des autres face à notre fatigue est elle-même épuisante, une cuillère. Et quand le tiroir est vide, il est vide. Il n'y a pas de réserve cachée derrière un panneau secret. Pas de deuxième souffle qu'on peut décider de trouver par un effort de volonté. Pas une pensée positive, pas un café supplémentaire. On ne peut pas décider d'avoir plus de cuillères de la même façon qu'on ne peut pas décider d'avoir une taille différente ou un groupe sanguin différent. C'est là que les gens de l'extérieur se trompent le plus souvent. Avec la meilleure intention du monde, ils croient qu'il suffit de vouloir, de se secouer, de penser positif, de chercher l'énergie là où elle se cacherait si on la cherchait bien, mais la théorie des cuillères dit autre chose. Dit quelque chose de plus vrai et de plus difficile à entendre. Elle dit que la personne fatiguée ne choisit pas de l'être. Elle choisit comment dépenser ce qu'il lui reste. Elle calcule en silence chaque matin, dans ce moment suspendu entre le réveil et le lever, ce qu'elle peut se permettre d'être ce jour-là, ce à quoi elle renonce pour que tout le reste soit possible. J'ai fait ce calcul pendant des années sans savoir que ça s'appelait comme ça, sans savoir que d'autres le faisaient aussi, que ce calcul avait un nom, qu'il existait des mots pour ce que je vivais. Je le fais encore chaque matin avec la précision tranquille de quelqu'un qui a appris à travailler avec ce qu'il a. Accepter une maladie chronique, ça ne se fait pas une fois pour toutes. Ce n'est pas un deuil qu'on traverse selon les étapes connues, qu'on range dans une case une fois qu'on les a toutes franchies, dont on sort de l'autre côté grandi, réconcilié, apaisé avec une sagesse neuve et définitive. C'est quelque chose qui revient sous des formes différentes à chaque nouvelle étape de la vie, comme si chaque nouveau chapitre demandait une nouvelle négociation avec ce corps-là, ces règles-là, ces limites-là, comme si l'acceptation n'était jamais acquise mais toujours à recommencer à chaque fois sur un terrain légèrement différent. Quand on est adolescente et qu'on veut être comme les autres, courir aussi vite, rester aussi tard, ne pas avoir à expliquer, ne pas être celle dont on doit s'occuper différemment, ne pas porter sur soi le regard particulier qu'on pose sur quelqu'un qui a quelque chose en plus à gérer, quand on est étudiante et qu'on choisit de tenir des journées interminables avec un capital d'énergie que les autres n'imaginent pas rationner, que les autres dépensent sans compter parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de compter, quand on tombe amoureuse et qu'on se demande silencieusement, dans l'espace privé qu'on ne montre pas encore si ça changera quelque chose, si quelqu'un peut aimer aussi un corps qui dit non parfois, souvent sans prévenir, un corps qui impose ses conditions à la vie commune. La myasthénie ne définit pas qui je suis,
mais elle fait partie de comment je navigue dans le monde, de cette façon que j'ai d'anticiper, de planifier, de peser chaque engagement avant de l'accepter, de ne jamais tout à fait improviser sans avoir d'abord calculé ce que l'improvisation va coûter, de cette prudence que les autres prennent parfois pour de la distance, pour de la réserve, pour quelque chose de froid ou de peu spontané, et qui est simplement la gestion quotidienne, silencieuse, constante, d'un corps qui m'a appris plus tôt que l'énergie n'est pas infinie, qu'il faut choisir et que choisir vraiment choisir en connaissance de cause, en sachant ce qu'on laisse de côté, est une forme d'intelligence à part entière. Mes cuillères, je les compte encore, mais je sais maintenant avec une clarté que les années m'ont donné ce que je veux en faire. Chapitre 8. Face de citron jaune pressé. Je vais parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. Pas parce qu'il est impossible d'en parler, pas parce que les mots manquent, mais parce que ce dont je veux parler résiste précisément à la parole, se dérobe à elle, se loge dans des espaces que le langage atteint mal. Pas les grandes violences spectaculaires qu'on montre dans les films, celles qui ont un nom, une date, un coupable clairement identifié, celles qu'on peut désigner du doigt et contre lesquelles on ne peut se dresser parce qu'elles ont une forme reconnaissable, une évidence que tout le monde voit, non. Quelque chose de plus petit et de plus persistant. Le quotidien, le banal, ce qui rentre dans les oreilles un mardi matin sans prévenir, sans s'annoncer, sans donner le temps de se préparer, et qui s'installe quelque part dans le corps, pas dans un espace précis, pas dans un organe qu'on pourrait soigner, mais dans cet espace diffus entre la peau et l'âme, où les choses se déposent sans qu'on sache toujours quoi en faire, ni où les mettre, ni comment s'en débarrasser. Bol de riz. Face de citron jaune pressé. Bonjour! Ces mots-là, je les ai entendus dans une cour de récréation, dans la rue, dans des espaces qui auraient dû être protégés. Protégés par quoi? Par qui? Je n'aurais pas su le dire, mais il y a des endroits où l'on croit naïvement peut-être que certaines choses ne devraient pas entrer et qui ne l'étaient pas. Des mots prononcés par des enfants qui les tenaient d'adultes, répétant sans comprendre entièrement ce qu'ils répétaient, portant sans le savoir la bêtise de ceux qui les avaient précédés et par les adultes qui auraient dû savoir, qui savaient sans doute et qui ont dit quand même, parce que savoir n'est pas suffisant pour empêcher, parce que la cruauté ordinaire n'a pas besoin d'ignorance pour prospérer, des mots qui ne font pas saigner, pas de blessures visibles, pas de traces qu'on pourrait montrer, pas de preuves qu'on pourrait déposer quelque part, mais qui font quelque chose quand même, quelque chose de discret, de durable, qui s'installe avec la patience des choses qui ont tout leur temps et qu'il est difficile à nommer, précisément parce qu'il occupe cet espace entre ce qui compte et ce qui devrait ne pas compter. Vous êtes en France depuis quand? Vous comprenez ce que je vous dis quand je vous parle? Quand est-ce que vous retournez chez vous? C'est quoi vos origines, enfin vos vraies origines? Votre couleur de peau, vous là, ma fille, elle est mate comme vous, elle vient des Philippines. Vous êtes chinoise? Thaïlandaise? Du Cambodge? Du Laos? Vous êtes japonaise? Coréenne? Des Philippines? Du Vietnam? J'ai la femme de mon meilleur ami qui est asiatique aussi, c'est pour ça que je vous demande. Des employés de magasin qui se croient entre eux et qui parlent à voix basse, pas tout à fait à voix basse. Regarde la chinoise là-bas, elle va nous voler notre travail. Des mamies dans une navette de plage en vacances qui se demandent tout fort si elles ne pourraient pas prendre un autre bus, comme si ma présence dans cet espace était une question ouverte, une chose négociable, quelque chose qui méritait débat. Un homme dans un bus parisien, amateur ordinaire, dans un espace serré où tout le monde fait semblant de ne voir personne. Pousse-toi, sale chinoise. Ce mot-là, chinoise, dit comme une insulte, comme si la nationalité qu'il m'attribuait faussement était déjà en elle-même quelque chose dont il fallait se défendre, quelque chose de honteux, quelque chose qui le justifiait d'être poussé. Je suis française, et même franco-italienne. Je suis née au Vietnam, adoptée en France à 5 ans, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai appris à lire ici, j'ai appris à aimer ici, j'ai enterré mon père ici, je travaille ici, je paye mes impôts ici, je vote ici, je me bats ici pour ce pays qui est le mien depuis que j'ai l'âge de comprendre ce que veut dire le mien, et pourtant, pour certains, je ne suis jamais vraiment d'ici. Mon visage pose question. Il la pose malgré moi, malgré mes 28 ans passés sur ce sol, malgré tout ce que j'y ai construit et tout ce que j'y ai perdu. Une question à laquelle il faut répondre, justifier, expliquer encore et encore à des inconnus qui n'ont pas demandé la permission de poser la question, mais qui la posent quand même, comme un droit naturel, comme si l'évidence de leur curiosité suffisait à en légitimer l'expression. D'où venez-vous vraiment? Comme si l'adverbe vraiment annulait tout le reste.
comme si ce que je suis vraiment était ailleurs, dans un pays que je n'ai pas habité depuis l'âge de 5 ans, dans une langue que j'ai perdue, dans un visage que je cherche parfois dans le miroir sans le retrouver tout à fait. Il y a eu le harcèlement à l'école aussi. Des camarades qui me tiraient les cheveux dans l'escalier, ce geste-là, cette familiarité violente, cette façon de toucher le corps de quelqu'un comme s'il vous appartenait, comme si son appartenance à lui-même était une erreur qu'on pouvait corriger, qui me raquettait pendant les récréations, dans ces zones grises de la surveillance adulte où les enfants font ce que les adultes ne voient pas ou ne veulent pas voir. Ces petites humiliations répétées, calibrées avec cette précision inconsciente qu'ont parfois les cruautés enfantines, qui s'accumulent avec une régularité redoutable et qui finissent par peser d'un poids que les mots ne rendent pas bien, parce que chaque incident, pris séparément, paraît si grave. 2 mots terribles dans la bouche des adultes à qui on les raconte. 2 mots qui invalident et minimisent et renvoient l'enfant à sa solitude avec le sentiment supplémentaire d'avoir eu tort de se plaindre. C'est précisément le piège de cette violence-là. Elle se fragmente en morceaux, assez petits, pour être niés un à un, et c'est l'ensemble qu'on ne voit jamais, que personne ne voit, sauf celui qui le subit. C'est l'accumulation qui abîme, c'est la répétition qui installe le doute sur sa place dans le monde, sur sa valeur, sur le droit qu'on peut à occuper l'espace, de prendre de la place, d'exister dans un lieu sans avoir à se justifier sa présence à chaque instant. Je me souviens de tout ça avec la précision que vous savez maintenant. Chaque phrase, chaque visage, chaque ton, l'intonation exacte, la façon dont le mot tombait, le silence qui suivait parfois, le rire qui suivait d'autres fois et qui était pire que le silence. J'ai appris à me construire une dignité malgré tout ça. Pas à côté, malgré. La distinction est essentielle, et je voudrais qu'on ne passe pas dessus trop vite. Se construire à côté de quelque chose, c'est l'éviter, le contourner, lui accorder la courtoisie de l'ignorance, faire comme s'il n'existait pas avec la même application qu'on met à faire comme si on ne voyait pas quelqu'un qu'on ne veut pas saluer. Se construire malgré, c'est autre chose. C'est traverser ce quelque chose en restant debout. C'est le sentir à chaque pas sans s'arrêter. C'est porter en soi une résistance permanente, comme un muscle qu'on ne peut jamais tout à fait relâcher, qu'on ne relâche jamais vraiment, même dans le sommeil, même dans les moments de bonheur les plus complets, parce qu'il fait maintenant partie de la façon dont on tient. C'est épuisant, d'une façon que les gens qui n'ont pas eu à le faire ne mesurent pas vraiment, non pas par manque d'empathie, mais parce que certaines fatigues ne se transmettent pas par le récit, parce qu'elles appartiennent à l'expérience du corps et que le corps de l'autre ne les a pas vécues. Et c'est aussi quelque part une force. Pas une force choisie, pas une force dont on peut être fier sans ambivalence, ni sans une certaine amertume à l'idée qu'elle a coûté ce qu'elle a coûté, mais à une force réelle quand même, construite dans l'adversité, comme certains matériaux se renforcent sous la pression, solide, précisément parce qu'elle a été testée, précisément parce qu'elle a failli céder et qu'elle n'a pas cédé. Ils ont existé. Ces mots, ces gestes, ces regards en coin, ces questions posées sans permission, ils ont existé. Je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas grossis, je ne les ai pas mal interprétés comme on l'a parfois suggéré avec ce sourire particulier qu'on réserve aux gens qu'on croit trop sensibles. Ils ont laissé des traces dans le corps, dans la mémoire, dans cette vigilance douce et permanente que j'ai évoquée ailleurs, et qui vient aussi de là, de cette nécessité apprise trop tôt, d'anticiper ce que le monde peut faire quand il vous regarde de travers, de calculer avant d'entrer dans cette pièce, de savoir lire les silences. Et j'ai continué quand même. C'est peut-être la phrase la plus simple et la plus vraie que je puisse écrire sur tout ça, sans rhétorique, sans élévation, sans chercher à en faire plus qu'elle ne l'est. J'ai continué quand même. Pas triomphalement, pas sans cicatrice, pas en ayant tout résolu, ni tout surmonté, ni tout pardonné, mais continuer. Ce verbe modeste et indestructible, ce verbe qui n'a pas besoin d'adjectif pour ce qui est dit. J'ai continué. Chapitre 9. Une période sombre. Il y a des choses qu'on porte longtemps sans les nommer. Pas parce qu'on les a oubliées, l'oubli serait plus simple. L'oubli serait une forme de grâce, et ce dont je parle n'a rien à voir avec la grâce. Pas parce qu'elles ne font pas mal, mais parce que le corps sait. Parfois avec cette sagesse obscure qui n'a rien à voir avec l'intelligence consciente qu'il n'est pas encore prêt. Parce que certaines choses attendent patiemment dans l'ombre avec la patience absolue de ce qui n'a nulle part où aller, la permission de se montrer. Elles attendent que quelque chose cède, qu'une porte s'entrouvre, qu'on soit suffisamment en sécurité pour ne plus avoir besoin de le tenir à distance. Je ne raconterai pas tout. Certaines choses n'ont pas besoin d'être racontées dans leurs détails pour être comprises, et certains détails appartiennent à un espace que je ne suis pas obligée de rendre public pour que ce que je dis soit vrai. Ce que je veux dire, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont il est remonté, ce qu'il a laissé, ce que j'en ai fait des années plus tard, quand j'ai finalement eu les mots et la force de le regarder en face. C'était en 2018.
Une thérapie, 5 ou 6 séances interrompues trop tôt par un stage loin de chez moi, comme si la vie avait décidé de ne pas me laisser aller jusqu'au bout de quelque chose que j'avais à peine commencé. J'avais parlé de mon mariage, de mon divorce, de mon père, de ma maladie, de sa mort, de ma mère, de mon adoption, de tout ce qui constitue une vie et qu'on dépose avec cette confiance prudente qu'on accorde à quelqu'un dont le métier est d'écouter sans juger, sur une chaise en face de quelqu'un qui écoute, ces couches accumulées d'années de pertes de recommencement qu'on n'a jamais eu vraiment l'espace de déposer avant. Et puis tout à la fin, après avoir arrêté, un flash. Une image qui remonte sans prévenir, sans s'annoncer, sans demander la permission, comme quelque chose qui attendait depuis longtemps dans un endroit très précis et qui avait trouvé là, dans ce cabinet, dans ce silence particulier, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, une porte suffisamment entr'ouverte pour passer. La thérapie s'est arrêtée là, mais ce qui était remonté ne repartait plus. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionne, on ne peut pas faire rentrer les choses dans l'ombre une fois qu'elles ont trouvé la lumière. Je n'avais pas encore 14 ans, lui, 17. 18 à la rentrée de septembre, cet écart qui compte, qui a toujours compté pour moi, même quand je ne savais pas encore pourquoi il comptait. C'était lors du mariage de la fille de mon institutrice de CM2. J'étais avec mes parents, ils me disaient d'aller m'amuser, de profiter, de ne pas rester dans leur ombre. Ces injonctions bienveillantes des parents qui ne savent pas, qui ne peuvent pas savoir, qui font confiance à un monde dans lequel ils font eux-mêmes confiance. Toute la matinée, j'avais cherché à l'éviter sans savoir exactement pourquoi. Juste ce malaise diffus, cette façon qu'il avait de me regarder, qui insistait, qui installait dans mon corps quelque chose que je n'avais pas encore le vocabulaire pour nommer. Cette sensation que les enfants ont parfois et qu'on appelle à tort de l'instinct et qui est en réalité une intelligence très ancienne, très profonde, qui sait avant qu'on sache. J'avais une robe en toile marron et un pantalon en jean blanc. Une ceinture en ruban rose à dentelle, je sautais de rocher en rocher à l'avant du bâtiment. Dans la lumière de cet après-midi-là, dans le bruit lointain de la fête, cette insouciance apparente d'une enfant de 13 ans et demi qui joue, qui saute et qui n'a aucune raison de ne pas sauter. J'ai sauté depuis un rocher. Il m'a rattrapé au vol dans ses bras, et dans le mouvement, dans ce geste qui aurait pu être anodin, qui ressemblait à un geste anodin, qui avait peut-être été calculé pour ressembler à un geste anodin, il m'a retourné. Mon dos contre lui, ses mains sur mes épaules, mes hanches, mes cheveux, ma poitrine, ses lèvres dans mon cou à m'embrasser. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, que nous marchions déjà, que je marchais déjà, porté par quelque chose qui ressemblait à une force douce et terrible, à cette douceur particulière de ce qui vous entraîne sans vous frapper, qui vous déplace sans vous brusquer, et qui n'en est pas moins une force, n'en est pas moins terrible, en direction du parking, vers les voitures les plus éloignées, vers l'endroit où personne ne vous verrait. J'avais peur. Je regardais en arrière. Personne. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. « Tu vas voir derrière la voiture. » La panique. Pas le mot, pas le concept, la sensation elle-même, quelque chose de froid qui monte très vite depuis le ventre jusqu'à la gorge, qui resserre, qui coupe la respiration à moitié. Et puis j'ai vu le marié sortir avec 2 amis. Ce hasard-là, ce hasard précis, ce marié qui sort à cet instant-là, j'y ai pensé des années après. À ce que les choses auraient été sans lui, à l'épaisseur de ce qui ne s'était pas passé parce qu'une porte s'était ouverte au bon moment. J'ai réussi à me dégager de ses bras, qui enserraient ma taille, à accélérer le pas. « Qu'est-ce que tu fais toute seule dehors ?»« Rien, je prenais l'air. » Je suis allée me réfugier aux toilettes pour reprendre mon souffle, me rafraîchir le visage, pour redevenir quelqu'un de normal en apparence, cette performance que les corps apprennent si vite, cette façon de se recomposer un visage de surface pendant que quelque chose en dessous continue de trembler. Sa mère était là. Elle m'a demandé si j'avais vu son fils. Alors la gorge nouée, j'ai répondu « Je ne sais pas, peut-être par là-bas. » Je suis allée rejoindre mes parents et je leur ai dit que je voulais partir. Ce qui a suivi, c'est une année entière de pensées noires. Je voulais en finir. Je voulais me faire du mal, me scarifier la peau pour que la douleur ait un endroit précis où se mettre, un contour visible, une forme qu'on puisse montrer du doigt et contre laquelle on puisse se battre. Parce que la douleur sans forme est insupportable d'une façon particulière, parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas. Je voulais que ma souffrance s'arrête et je ne savais pas comment faire autrement. Pas à cet âge-là, pas avec ce que j'avais comme outil, pas sans l'aide que je n'ai pas reçue. Je noircissais mes pages d'agenda de noir et de rouge, des pages entières, des mots que je n'arrivais pas à dire à voix haute, des cris silencieux sur du papier et qui ne pouvaient pas être entendus et qui demandaient quand même à exister quelque part. Je culpabilisais, je pensais que c'était de ma faute, que j'aurais dû rester avec mes parents, que j'aurais dû ne pas sauter de ce rocher, que j'aurais dû. Cette litanie épuisante, cette grammaire du conditionnel passé que connaissaient bien ceux qui ont vécu quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et qu'on a laissé seul, avec cette façon qu'a la culpabilité de coloniser l'espace que la colère n'a pas encore appris à occuper.
J'en ai parlé à 2 amies les plus proches, elles m'ont dit que j'exagérais, que ce n'était pas grave, que j'allais m'en remettre. Ces mots-là, pas si grave, tu vas t'en remettre, prononcés avec la meilleure intention du monde, avec cette générosité maladroite qu'on a à cet âge, quand on ne sait pas quoi faire de la souffrance des autres et qu'on essaie de la minimiser pour la faire disparaître. Je n'ai plus parlé. J'ai appris à me taire là-dessus, comme on apprend à éviter un endroit dangereux en faisant un détour chaque fois, sans qu'on me le demande. Je l'avais surnommé Babar, ce nom ridicule et enfantin, peut-être pour le rendre moins réel, moins menaçant, pour poser quelque chose de grotesque et d'absurde sur quelque chose d'insupportable, pour le désamorcer par le ridicule, faute de pouvoir le désamorcer autrement. Je le voyais avec sa petite amie, je voulais vomir. Je l'ai revu au restaurant pour la fin d'année, à 2 chaises de moi, cette proximité physique insupportable, ces poils qui se hérissent, cette vigilance du corps qui reconnaît ce que la tête voudrait oublier. J'ai pris sur moi, comme on dit, cette expression qui résume avec une économie des mots saisissantes l'effort invisible, permanent et épuisant de continuer à paraître normal quand on ne l'est plus vraiment, quand quelque chose en soi s'est cassé et qu'on s'applique à ce que ça ne se voit pas. Des années plus tard, une conversation téléphonique avec un ex, il mentionnait un ami dont le surnom était Babar. Tout est remonté d'un coup. Non pas progressivement, non pas par couche, mais d'un coup, comme une trappe qui cède, comme une digue que l'eau attendait depuis longtemps. Les images, ses mains sur mon corps, ses lèvres dans mon cou, le parking, la peur froide qui montait depuis le ventre, j'ai pleuré comme on pleure quand quelque chose qu'on avait enfermé très soigneusement, très profondément, trouve enfin une sortie. De ce pleur-là qui ne ressemble pas aux autres, qui vient de plus loin, qui libère quelque chose qu'on ne savait pas ce qu'on retenait. J'ai travaillé sur ce trauma, pas de la même façon pour tout le monde, pas selon un manuel, pas en ligne droite, parce que rien de ce qui compte ne se fait en ligne droite, pas parce que la guérison, si ce mot-là a un sens, ressemble davantage à une spirale qu'à un chemin rectiligne, et qu'on repasse parfois sur les mêmes endroits en croyant ne pas avancer alors qu'on avance différemment, à une profondeur différente. J'ai nommé, j'ai regardé en face ce que j'avais longtemps tenu à distance avec cette application qu'on met à ne pas regarder quelque chose qu'on sait être là, et j'ai découvert que regarder en face ne tue pas, même si ça fait très mal, même si ça remue quelque chose qu'on aurait préféré laisser tranquille, même si la douleur de regarder ressemble parfois étrangement à la douleur d'origine. Aujourd'hui, mon corps m'appartient, mes émotions m'appartiennent, mon histoire m'appartient, même cette partie-là, même celle que je n'avais pas choisie, même celle qu'on m'a prise et que j'ai reprise, que je reprends encore et que je continuerai de reprendre à chaque fois qu'elle essaiera de se déposer ailleurs que là où je décide qu'elle doit être. Nommer quelque chose, même une fois, même seul, même dans le cabinet d'une thérapeute qu'on ne reverra plus, même dans les pages d'un livre qu'on écrit des années après, ça change quelque chose. Alors pas tout, pas immédiatement, pas de façon définitive et irréversible comme on voudrait que ça le soit, mais quelque chose se déplace, quelque chose se reconfigure, quelque chose qui pesait commence à peser différemment. Le nom retire un peu de pouvoir à ce qui n'en avait eu que trop longtemps, et le pouvoir qu'il perd, on le récupère.